Voilà, également, nous sommes en train de suivre l'actualité où on parle également des autres membres du bureau qui sont en train de démissionner. On a évoqué notamment Dominique Monongo qui démissionne de ce fauteuil de rapporteur adjoint au niveau de l'Assemblée nationale. On le dit, ce sont les premières informations qui circulent, à vérifier, à confirmer dans les heures qui suivent. Entre-temps, nous recevons notre invité, Maître, bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Maître Oscar Mobiaï, je rappelle que vous êtes coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Effectivement, et l'état de droit est en marche, vous venez de le dire. Hein. Avec cette ébullition, vous voyez que la démocratie est en marche. Aujourd'hui, justement, on revient sur cette question. Comment analyser ce qui se passe actuellement au niveau de l'Assemblée nationale? Bien, écoutez, ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale participe à ce que l'on peut appeler la vivacité de la démocratie. Mais dans l'analyse, il faut beaucoup plus s'interroger sur la personne de M. Vital Kamerhe, puisque en droit institutionnel, en matière de l'évolution des institutions, il y a ce que l'on appelle en droit public l'équation personnelle. Et donc, la personne de Kamerhe influe et détermine les institutions. Et la preuve est que l'on constate que cette pétition qu'il a visée entraîne nécessairement une incidence sur le fonctionnement du Parlement. Et j'apprends, quand je suis arrivé ici, que M. Kamerhe aurait démissionné. Aurait démissionné, oui. Bon, c'est les conseils que nous lui avons, quand j'ai été interrogé sur le sujet, j'ai estimé que j'ai donné ces conseils-là et je suis heureux qu'il ait appliqué ce conseil en démissionnant, parce qu'en politique, il faut savoir quitter le pouvoir avant qu'il ne vous quitte. Et donc, je trouve que c'est sage qu'il ait démissionné. C'est vrai qu'aujourd'hui, on va évoquer tout ce qui a été dit dans la pétition, mais politiquement également, on sait évidemment que c'est encore un coup dur pour l'UNC et allié pour Vital Kamerhe aussi dans les années de gestion de la Respublica avec la présidence à la tête Félix Tshisekedi. Vous savez, comme je parlais de l'équation personnelle, quand vous faites la lecture de la personne de Vital Kamerhe qui a traversé le régime, donc de Mobutu à Tshisekedi, vous verrez que le personnage de Vital Kamerhe, c'est un personnage difficilement maîtrisable. Pour ne pas dire un personnage un peu ambigu, dans la mesure où souvent on s'est toujours interrogé de quel bord est-il plus souvent. Bon, quand vous prenez le dialogue avec Eden Kodjo, le dialogue de Senko, bon, dit dialogue de l'OEA, vous voyez qu'il avait levé l'option de pouvoir aller vers le dialogue de l'OEA. Alors que tout le monde pouvait s'attendre qu'il ait de l'opposition radicale. Et aujourd'hui, face à la crise d'agression qui menace notre pays, il a pu se retrouver à de mauvais endroits et au mauvais moment. Normalement, enfin pas normalement, je prends un exemple, son séjour en Afrique du Sud, au moment où Thabo Mbeki appelait au dialogue qui n'était pas voulu par le pouvoir en place, et évidemment avec notre peuple qui n'est pas d'accord avec les rebelles. Et cette attitude-là crée nécessairement le doute, et face au doute en politique, on n'est pas rassuré. Quand on n'est pas rassuré, on passe pour dire que ben voilà, il n'est pas le nôtre. Et là, on lui trouve les motifs qu'on a trouvés, fondés ou non fondés, ce n'est pas ça la question, mais moi j'ai fait une analyse politique. Donc je considère que à partir de là, M. Vital lui-même a souvent renvoyé l'image d'incertitude au moment où on a besoin d'assurance. À partir de là, il paye souvent cela. Mais est-ce que ce n'est pas ce que l'on a longtemps reproché, que l'UDPS a longtemps reproché au FCC? C'est être oui-wiste, c'est être... comment on traitait
comme s'ils étaient à l'église à dire ah oui et amen. Aujourd'hui, l'on voudrait, avec la vision venue de l'UDPS, c'était avoir des gens qui ont cette liberté de s'exprimer sur des vraies questions et donner leur point de vue. Parce que réellement, dire qu'il a été ambigu, je ne pense peut-être pas. Il a exprimé un point de vue carrément clair. Par exemple, sur la question de Bounagan, alors que Bounagan était occupé, il était parmi les premières personnes à dire qu'on doit négocier maintenant, alors qu'on n'avait que Bounagana. Aujourd'hui, c'est vrai, on l'a taxé de tous les mots, mais cette réalité nous rattrape aujourd'hui. On est en train de négocier, mais comment? Avec un Congo occupé, avec tout Goma et tout Bukavu. Mais vous savez, madame, il faut faire la lecture de l'histoire. Le Congo n'est pas le premier pays à être occupé. Vous avez connu la France qui était occupée par l'Allemagne. Et aujourd'hui, j'entends souvent chez nous, Congolais, on dit collabo. Cette expression-là ne vient pas des Congolais. Ça vient du temps de l'occupation de la France par l'Allemagne, où on n'a pas toléré les collabos. Donc aujourd'hui, il ne faudra pas faire de la négociation ou alors le camp de rébellion comme un choix ou une alternative. Nous devons condamner comme la peste la rébellion de notre pays et nous devons dire non à toute collaboration et surtout à une négociation qui compromettrait les intérêts du pays. Donc voilà, je pense que face à cette ligne de non à la négociation, le président Kamere a voulu tracer une autre ligne qui s'écarte totalement de la ligne nationale par la politique que mène le président de la République. Et donc, à partir de là, il paye le prix souvent de sa position. Peut-être il est incompris, mais c'est ça, les hommes politiques parfois sont incompris, mais souvent ils payent le prix tout au long de sa vie politique. Il a souvent payé les prix parce que pendant le temps des crises, il ne prend pas des positions qui vont dans le camp de la patrie. Donc, je vous ai donné l'exemple du dialogue vers la fin du mandat de Kabila, 2016. Est-ce qu'il fallait-il aller au dialogue de Senko ou bien aller au dialogue de Oya? Lui, il était l'homme du dialogue de l'Oya en contradiction la plus totale avec l'opposition dont il est pourtant membre ou dont il était membre. Aujourd'hui, quant à la ligne, faut-il négocier ou pas, il a opté la ligne de négocier. Et ensuite, au-delà de ça, en tant que président d'une grande institution qui est le Parlement, qui est le porte-parole du peuple, il a pu donner une information non avérée qui consistait à mettre des troubles dans l'esprit des Congolaises et Congolais que l'on aurait tué de certaines personnes aller au Katanga. Vous comprenez, tous ces éléments pris dans leur ensemble et dans l'ensemble de son œuvre, ça a entraîné politiquement des fissures par rapport à son appartenance et souvent, il a toujours eu du mal à renvoyer une image de son positionnement net et clair. À partir de là, il en paye le prix. Mais Maître Mobiaye, on sait que tout n'est pas forcément tout blanc ou encore tout noir. Il y a les pour, il y a je dirais, on doit savoir peser ce qui est... Le pour et le contre. Le pour et le contre. Aujourd'hui, justement, dans cette question, que gagne l'Union sacrée en perdant l'UNC et alliés? Non, bah écoutez, ça, moi je ne suis pas de l'Union sacrée, c'est l'Union sacrée de... Oui, on analyse. Mais moi j'analyse avec vous. C'est vrai que on pouvait s'interroger sur l'opportunité pendant que nous sommes en la période très difficile des crises où on appelle à l'unité, des divisions internes ne seraient pas bienvenues. Je partage avec vous, mais en même temps, il est aussi évident que rester à la tête d'une institution sans pour autant partager de manière claire la ligne du président de la République, ça pose aussi problème. Donc, à un moment donné, quand on est en politique, il faut savoir faire le choix. En l'espèce, nous savons que le président avait déjà annoncé des couleurs
a dit de manière claire et directe qu'il n'y avait pas lieu à négociation et qu'il fallait laisser au président de la République les mains libres parce que vous savez que la diplomatie relève de souveraineté, de postes, de régaliens, de souveraineté et de essentiellement monopole du président de la République. Et donc, quand on est animateur d'autres institutions, on a les devoirs de réserve. En ayant donné une ligne différente du président de la République, alors qu'on est animateur d'une institution, il a manqué au devoir de réserve. Maintenant, de là ne veut pas dire que l'on puisse dire qu'on est oui ou non. Non, ce n'est pas ça la question. Il n'y a pas la question à se poser pour dire entre le camp de oui et de non face à l'agression. Face à l'agression, nous devons être tous comme un seul homme uni derrière le chef de l'État en disant non à l'agression. Maintenant, quand on donne des signaux qui ne participent pas à partager la loyauté la plus absolue envers la nation et envers la politique de la République, tout en se disant son allié, ça pose problème. Et deuxièmement, j'ai suivi mon prédécesseur qui parlait ici des accords. Il faut qu'on arrête dans ce pays de parler des accords de parti. Un pays n'est pas géré par les accords de salon ou les accords de parti. Ça, c'est la politique politicienne. Sinon, on ne sera plus une république. Les politiciens peuvent se retrouver, ils peuvent signer leurs accords, mais on ne gère pas le pays par les accords de partis politiques. Ça, ne sera plus une république. Aujourd'hui, le président de la République et M. Caméré sont des hommes d'État qui sont dans les institutions. Ils ne doivent pas venir avec leur accord qu'ils avaient signé, l'on ne sait où, pour venir nous dire, bon, on doit gérer le pays avec cet accord-là. Je pense que l'analyse que nous pouvons faire de nos institutions publiques, c'est de nous refuser d'être gérés par les accords. Non, le pays n'est pas géré par les accords. Allez, on va prendre ce fait d'entraînement. Est-ce qu'aujourd'hui, on annonce, comme on l'annonce également, la démission du rapporteur adjointe de l'Assemblée nationale, qui est aussi membre de l'opposition, de Ensemble, Madame la princesse Dominique Mounongo. Aujourd'hui, justement, est-ce que l'on ne craint pas qu'avec cette crise où l'on visait Vital Caméré, ça a créé un fait d'entraînement? Parce que vous le savez, les politiques en profitent également. Pareille occasion, on en profite parce qu'on se dit aujourd'hui, apparemment, il y a eu d'autres membres du bureau également qui ont aussi été un peu titillés. Est-ce que cela ne va pas créer carrément à penser à la mise en place d'un nouveau bureau? Mais écoutez, pour cela d'abord, tout ça démontre que nous avions raison de dire que la Constitution actuelle ou la Constitution qui nous a été octroyée n'est pas adaptée à la gestion de notre pays. Aussi, pourquoi nous disons cela? C'est tout simplement, voyez-vous, aujourd'hui, avec la démission et la crise parlementaire que ça entraîne, il va nécessairement y avoir des récompositions de la majorité. Et que cela peut impacter le gouvernement et cela peut entraîner une crise institutionnelle. Ok. Tout ça, c'est parce que nous sommes dans un régime dit tantôt semi-présidentiel, tantôt semi-parlementaire. C'est pour ça que nous prenons un régime présidentiel où on n'aura pas tout ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut que nous fassions une lecture claire et nette à double niveau de l'expérience que nous renvoie la Troisième République. Donc, quelles leçons en tirer? Nous avons vu le changement de majorité quand il y a eu rupture de FCC-CACH. Aujourd'hui, on peut s'interroger avec la position de Caméré s'il a démissionné. De toute façon, nous l'encourageons à démissionner parce que la sagesse commande à ce qu'il faut quitter le pouvoir avant que le pouvoir vous quitte. En tout état de cause, s'il ne démissionne pas, bon, il va être nécessairement déchu par une motion. Alors, est-ce que cela va entraîner la rupture de l'accord qu'il a avec le président de la République, comme on a eu la rupture de l'accord FCC-CACH? Et cette rupture va-t-elle entraîner une récomposition des majorités au sein du Parlement, ce qui entraînerait que ça puisse
amener une difficulté par rapport au gouvernement si la majorité venait à bouger. Tout ça, c'est pour vous dire que le régime parlementaire n'est pas assez adapté à notre mentalité, première chose. Et deuxième chose, vous me parlez de la princesse Monongo qui vient de démissionner. Bon, courage à elle, mais est-ce qu'elle démissionne pourquoi? Elle démissionne parce que Kamere vient de démissionner par effet d'entraînement, ou elle démissionne par ses convictions par rapport aux idées politiques. Vous comprenez que nous sommes dans un pays où nous ne sommes pas là pour les idées, mais nous sommes là pour les hommes et les femmes. De sorte que quand un homme quitte, les autres les suivent comme, j'allais dire, mouton de panurge. Alors, ça interroge sur l'indépendance que l'on peut avoir. Est-ce qu'un député, quand on dit qu'on a interdit les mandats impératifs, est-ce qu'un député est lié aux idées ou est attaché à la personne? Et nous verrons cela. Mais non, parce que déjà avant, c'était, lorsqu'on destituait le bureau, c'était tout le bureau carrément. Lorsqu'on destituait le président, c'était tout le bureau carrément. C'est vrai qu'on a changé. Non, au-delà du bureau, madame, au-delà du bureau, mais on va voir bientôt comment le ministre issu du parti des Vital vont se positionner. On va voir comment, au sein du Parlement, les députés vont se positionner. On va voir comment les frères et sœurs de son fief vont se positionner, parce qu'il faut voir au-delà de ça. Bientôt, nous allons voir, nous, ressortissants d'eux. Vous voyez, c'est cette politique de tribalisation du pays et aussi cette politique de culte des personnalités qu'il nous faut vraiment abandonner et créer une nouvelle classe politique. D'où cette question, est-ce que c'était opportun de tout chambouler maintenant, d'accepter tout ce chamboulement qui pourrait y avoir avec justement cette pétition politiquement? C'est vrai que lorsque vous parlez de la réconfiguration au niveau du Parlement, de la majorité, au cas où, évidemment, que l'UNC s'est désolidarisé, l'UNC allié s'est désolidarisé de l'Union sacrée. Est-ce qu'en ce net moment, alors que l'on est en train de parler insécurité à l'Est, on est en train de parler la question du Génocos, par exemple, on se dit, est-ce que c'était opportun aujourd'hui de mettre cela sur la table, de mettre cette question sur la table? Poser la question d'opportunité, madame, c'est une question légitime et rationnelle que vous vous posez, sauf que les politiciens ne se posent pas cette question parce que les politiciens sont commandés non pas par l'intérêt qui pousserait à répondre à votre question pour dire qu'il n'y a pas opportunité en regardant l'intérêt du pays. Or, c'est là la différence qu'il y a entre hommes d'État et politiciens. Et les hommes d'État verront l'intérêt du pays en disant qu'il n'y a pas opportunité parce qu'il y a tel risque. Mais les politiciens, c'est les calculs. On dit, mais c'est le moment de les dépouiller. On les dépouille. Ôte-toi de là, je me mets. Donc, ça, c'est propre aux politiques. Regardez en France, il y a combien de premiers ministres qui tombent. Donc, vous comprenez que la politique, c'est les intérêts. Et le calcul politique entraîne aujourd'hui que M. Kamere en soit victime. Mais je pense qu'il aurait dû, à mon avis, c'est regrettable qu'à chaque moment et à chaque instant, il ne puisse pas lui-même faire preuve, n'est-ce pas, de ce qu'il vaut, des poids qu'il a dans le pays pour s'interroger sur ces actes qu'il pose et qui entraînent la crise. Voyez-vous, s'il s'interroge en tenant compte de son poids pour prendre des attitudes en sachant que mon tel geste, ma telle parole, ma telle attitude peut entraîner une crise politique, pour observer de manière la plus absolue le devoir de réserve au lieu de commencer comme un enfant pouvoir pleurnicher pour demander le pardon. En politique, il n'y a pas de pardon. Donc je crois que ça, c'est s'entourer un peu évidemment que dans un avenir lointain, cette question, il y a autant de questions, même la question de la révision de la Constitution. Apparemment, Vital Kamere n'était pas très favorable sur cette question au niveau de l'Assemblée nationale. Mais dans un avenir proche, on se dit bientôt, on va vers 2026. Les élections, c'est en 2028.
Est-ce que ce n'est pas aussi pour l'union sacrée de se tirer un balle dans le pied avec cette question de... Bon, écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas penser élection. Bon, je ne dis... Moi, vous m'appelez pour une analyse, je suis un indépendant d'esprit et totalement libre. Aujourd'hui, je crois que la question n'est pas en termes d'élection. Aujourd'hui, la question, c'est de mettre fin à la guerre d'agression. Les élections pour élection, ça nous conduit à quoi? Et les gens qui ont dit hier que les élections, il y a telle partie du territoire qui n'avait pas voté. Bon, est-ce que si on se focalise sur les élections aujourd'hui, ça sera des élections partielles ou totales? Donc moi je pense qu'aujourd'hui, nous avons un devoir tous, femmes comme hommes, de regarder l'intérêt de notre pays. Et en regardant l'intérêt du pays, poser des actes et mettre en place des réformes qui nous permettent que nous puissions faire avancer notre pays au-delà des personnes et des hommes. Alors, une dernière question, justement, avec l'Assemblée, la 80e Assemblée des Nations Unies, sur cette question du Génécoste. Comment répondre déjà, alors que l'on sait par exemple que la RDC a gagné des procès, il y a des frais d'indemnisation qui sont donnés au peuple. Quel serait aujourd'hui l'avantage de reconnaître cela au niveau des Nations Unies? L'avantage, vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes un pays qui a été victime de génocides, mais qui n'a jamais été reconnu. Donc le génocide congolais n'est pas reconnu par rapport au génocide rwandais, par rapport au génocide arménien. Et quand on regarde ces génocides reconnus au monde, ou dans ce que l'on a appelé la Shoah, quand on regarde toutes ces horreurs, parce qu'il s'agit d'horreurs, on verra que nous venons malheureusement premiers de la classe de manière macabre. Donc, le nombre de morts qu'a connu le Congo dépasse tous les morts qu'a connu l'humanité. Et donc, mais malheureusement, nous ne sommes pas reconnus. Donc, il est utile que le président de la République se mette en avant-plan pour faire reconnaître, en devoir de mémoire, que nos frères et sœurs sont tombés comme des mouches et ont été tués. Ça, c'est un devoir que nous devons léguer de génération à génération, pour que l'on se souvienne à jamais et n'ait jamais oublié que nos frères et sœurs ont été lâchement par nos voisins, animés de xénophobie, des terroristes qui ont tout simplement éliminé, arraché les gens de la vie uniquement parce qu'ils avaient telle morphologie, parce que ils avaient telle origine. Au-delà de pillage de nos richesses, mais il y a de nos frères et sœurs. C'est ça même les critères de génocide, quand on est éliminé en fonction de ses origines ou de sa couleur de peau ou de sa morphologie. Maître Oscar Moubiaye, je vous dis grand merci. Nous sommes arrivés à la fin. Je rappelle justement aux téléspectateurs que vous êtes coordonnateur de l'ONG État de droit en marche. Avec vous, on a évoqué non seulement la question de la 80e Assemblée des Nations Unies pour revenir sur la question de reconnaître le génocide congolais, mais également la crise au sein de l'Assemblée nationale. Grand merci à vous. Je vous en prie que nous allons suivre de plus près pour une orientation politique. Exactement. Grand merci également à vous, membres des téléspectateurs, dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. Je vous dis grand merci de nous avoir suivis et à la prochaine.